Bonjour ou rebonjour pour ceux qui nous ont rejoints cet après-midi. Donc effectivement, sur le thème de la coordination territoriale, j'en ai parlé ce matin et Madame Deville vient de redire l'importance de cette coordination. La DGCS veut vraiment suivre l'avancée de l'élaboration des schémas qui vont constituer vraiment le levier phare de cette coordination. Pour ce faire, je vous en ai parlé un petit peu précédemment, la DGCS, avec l'appui du groupe de travail au niveau national, donc dans le cadre d'une concertation avec les acteurs associatifs, avec les institutions partenaires et aussi avec l'aide de nos services déconcentrés, aussi bien des directions régionales que départementales, nous avons élaboré un guide qui sera disponible sur le site internet du ministère à partir de cette semaine et qui reprend aussi les résultats de l'enquête nationale des GCS, dont vous pourrez avoir l'ensemble des chiffres à votre disposition. Donc nous avons élaboré ce guide qu'on a voulu comme un espèce de kit méthodologique à l'attention des services déconcentrés, mais également à l'attention de l'ensemble des partenaires et des parties prenantes de cette coordination. Qui est fait de fiches actions, d'éléments de langage et d'un schéma départemental type sur lesquels l'ensemble des services déconcentrés pourront se reposer. Ce guide pourra faire l'objet de réédition, d'actualisation au fur et à mesure des schémas qui seront publiés. Donc là-dessus, nous serons en lien constant avec les échelons territoriaux des services de l'État. Et grâce à vos échanges sur place, au local, toutes ces questions dont vous nous avez déjà fait part ce matin vont pouvoir prendre forme et trouver des réponses pour pouvoir enrichir les autres territoires, faire gagner du temps à tout le monde sur des points d'expertise juridique, sur des bonnes pratiques. Et au niveau des services de l'État, nous avons un espace collaboratif sur le suivi du plan pauvreté, qui est la feuille de route générale du gouvernement sur ce point. Et la domiciliation maintenant représente 2 actions phares de cette feuille de route. Donc par le biais de cet espace collaboratif, au niveau des services de l'État, nous avons mis en place un onglet spécifique sur la réforme de la domiciliation, où nos services déconcentrés vont pouvoir trouver des documents ressources. Et où nous avons aussi une foire aux questions qu'on pourra effectivement mettre en lien avec le site de l'UNCAS peut-être, on va y réfléchir, pour mutualiser toutes ces interrogations et surtout les réponses qu'au niveau local, vous allez pouvoir nous aider à construire. Donc voilà, comme j'ai déjà parlé ce matin et après vous avoir fait ce topo général sur les outils, je vais passer la parole à Nathalie Pronier. Vous voyez, en plus, on vous fait un petit cours d'organisation administrative de la France. Vous avez vu comment on respecte. On a commencé par la ministre, on est après dans les directions centrales, l'administration centrale, et maintenant on passe dans les services déconcentrés. Donc sur la région centre, enfin pour le service déconcentré de l'État, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un point d'étape un petit peu sur l'avancée des schémas en région centre. Et puis il y a également la question qui peut se mettre en place sur le diagnostic, la coordination des partenariats sur les départements sur lesquels vous avez, puis également la différence que vous avez pu ressentir ou que vous pouvez avoir remarqué entre les départements ruraux et des départements plus urbains. D'accord. C'est tout à fait ça. Donc bonjour à tous. Alors je vais vous présenter l'avancée des schémas de domiciliation dans 3 départements de la région Centre-Val de Loire. Alors un département rural qui est le Cher, semi-rural et urbain, l'Eure-et-Loire, et un autre qui est plus urbanisé, donc l'Indre-et-Loire. Alors, tout d'abord, je souhaiterais replacer ces départements au regard du nombre d'habitants pour vous donner un peu un ordre d'idée et de grandeur pour ce qui concerne la domiciliation. Alors, dans le département du Cher, avec ses 300 000 habitants, Bourges est la ville la plus importante avec 66 000 habitants. La domiciliation concerne 1500 personnes en 2012 et les nouvelles élections de domicile concernaient 150 dossiers pour cette même année. Alors l'état d'avancement actuel du schéma de la domiciliation est qu'il est terminé, doit être approuvé par l'arrêté préfectoral pour être annexé au PDLH-PD.
alors qui est le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, et donc qui vient d'être renouvelé. Alors le département de l'Eure-et-Loire compte 430 000 habitants avec Chartres, qui est la ville principale avec 39 000 habitants et avec une communauté d'agglomération qui compte environ 120 000 habitants. Donc la domiciliation concerne 450 personnes en 2012 et les nouvelles élections de domicile concernent 300 dossiers pour cette même année. L'état d'avancement donc actuel du schéma de domiciliation est qu'il est en cours de réalisation. Alors le Cher et l'Eure-et-Loire font partie des départements qui ne rencontrent pas de fortes tensions en matière de domiciliation. Alors, pour ce qui concerne le département de l'Indre-et-Loire avec ses 610 000 habitants, Tours est la plus grosse ville avec 130 000 habitants et est au centre d'une unité urbaine de 350 000 habitants. Elle est ainsi la plus grande commune de la région Centre-Val de Loire avant la capitale de région qui est Orléans. Alors, la domiciliation concerne pour Tours, en tout cas l'Indre-et-Loire, pardon. Alors 1100 personnes en 2012 et les nouvelles élections de domicile concernent 110 dossiers pour cette même année. Donc la DDCS est en train de finaliser le schéma de domiciliation. Alors les schémas départementaux de la domiciliation des 3 départements reposent sur l'enquête initiée par la DGCS en février 2014. Le questionnaire a été relayé dans chaque département afin que les DDCS et DDCS-PP lancent l'enquête auprès des acteurs concernés et relaient les résultats au niveau régional. Cette enquête a donc servi de base aux travaux initiés dans le cadre des groupes de travail mis en place dans les 3 départements concernés. Alors, cette démarche d'enquête et de groupe de travail vise à établir un état des lieux des structures pratiquant la domiciliation, ainsi qu'un état des lieux de l'ampleur de leur activité. Alors, les DDCS et les DDCS-PP ont été très satisfaites, vraiment, de constater la forte mobilisation de la part des organismes domiciliataires lors de ces réunions. Alors cette mobilisation est quelque chose de très important, car on s'appuie uniquement sur des rapports d'activité actuellement pour connaître un peu l'état de la domiciliation, et c'est un peu juste, parce que justement on se base uniquement sur ces rapports d'activité lorsqu'on les a, c'est-à-dire tous les 3 ans lors de l'agrément des associations. Alors pour ce qui concerne le Cher, la DDCS-PP et ses partenaires ont fait plusieurs constats. Alors le premier est que la consultation des partenaires corroborée par l'enquête de la DGCS de 2014 met en avant qu'il n'y a pas de refus de domiciliation. Cependant, il a été remarqué que certains CCAS de petites communes n'ont pas nécessairement toutes les connaissances pour domicilier. Des personnes ressources seraient donc à identifier en cas de sollicitation. Le deuxième constat est que malgré sa particularité rurale, le Cher est un département qui compte beaucoup de personnes domiciliées. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 1500 personnes en 2012, ce qui s'explique par un nombre important des gens du voyage domiciliés par les associations agréées, tout en sachant que certaines associations domicilient ce public venant de départements limitrophes. Le constat suivant est que l'essentiel des personnes domiciliées le sont sur la ville de Bourges, que ce soit dans les associations ou au CCAS de Bourges, ce qui n'est présume en rien de la présence physique des personnes en ville. Pour terminer sur les remarques mises en avant dans le schéma de domiciliation du Cher, il est rappelé qu'il faut garder une vigilance particulière sur une répartition plus équilibrée entre les acteurs dans la mesure où une seule association porte une grande partie de la domiciliation des gens du voyage. Pour ce qui concerne l'Eure-et-Loire, suite à l'enquête de la DGCS, une réunion a été organisée en vue de lancer la démarche pour l'élaboration du schéma de la domiciliation. Les CCAS les plus importants ou presque toutes les associations domiciliataires étaient présentes. Il a été mis en avant que la localisation des demandeurs de domiciliation est concentrée dans les 2 grandes agglomérations du département, c'est-à-dire Chartres et Dreux. Le secteur associatif y est très présent sur cette question de la domiciliation. Même si les organismes domiciliataires ne font pas ressortir de problèmes majeurs, le sud du département est plutôt mal équipé en matière de domiciliation. Ce constat découle du caractère plus rural de cette partie de territoire. Alors, il est à noter que parmi les 3 départements, l'Eure-et-Loire est le seul département qui possède un hôpital, celui de Dreux, qui réalise des domiciliations. Ce qui est un atout, même si le nombre de domiciliations est peu important. Les publics principalement accueillis sont des demandeurs d'asile, des personnes issues de la communauté des gens du voyage et une émergence d'un public de jeunes de moins de 30 ans.
En ce qui concerne le département de l'Indre-et-Loire, ce département rencontre plusieurs difficultés importantes sur ce sujet, notamment une augmentation de l'activité de domiciliation de presque 30% entre 2013 et 2014, particulièrement concentrée sur une association domiciliataire des demandeurs d'asile, la mettant ainsi en difficulté. Alors une autre difficulté repérée est la méconnaissance des autres partenaires. En effet, il ressort de ces rencontres un besoin de développer plus de partenariats et d'échanges entre les services domiciliataires, qu'ils soient associatifs ou institutionnels. En effet, les organismes domiciliataires souhaitent clarifier les missions, les rôles et les fonctionnements de chacun sur la pratique de la domiciliation. Enfin, les organismes domiciliataires ont pu exprimer une méconnaissance ou une insuffisance de connaissance des obligations légales liées à la domiciliation qui risquent d'entraîner des privations de droits. Ce constat avait été également soulevé par les organismes domiciliataires du Cher et de l'Eure-et-Loire. Alors, comme nous avons pu également le constater dans ces départements, la majorité des dispositifs de domiciliation est centrée sur l'agglomération de Tours. Le maillage associatif et organismes domiciliataires y est le plus solide, même s'il peut encore être amélioré. Alors par contre, en dehors de l'agglomération de Tours, nous sommes majoritairement sur un territoire rural. Et là, c'est moins évident car il y a peu ou pas d'associations domiciliataires. Quand il y en a une, elle se trouve forcément isolée, tout comme les communes rurales. Alors dans ce cas, il arrive qu'un organisme un peu plus important domicilie pour les autres, ce qui peut le mettre en difficulté également. Alors on a le cas d'un CCAS de 10 000 habitants qui domicilie pour les CCAS des communes environnantes de plus petite taille, ce qui le met en difficulté. Alors le public domicilié par les CCAS en dehors de l'agglomération de Tours est majoritairement composé des gens du voyage. Ces centres voient également apparaître de nouveaux publics, c'est-à-dire des personnes de moins de 30 ans, ainsi que des femmes isolées victimes de violences conjugales. Alors, à partir des constats que nous venons de faire à la lumière de ces trois départements, on peut en tirer des orientations et des actions. Alors, dans un premier temps, on peut renforcer les partenariats afin de fluidifier les parcours pour soulager les associations qui ont une surcharge d'activité. En effet, les partenaires sont conscients qu'il faut faire évoluer leurs pratiques, d'autant plus si un de leurs partenaires associatifs repérés par un type de public est en difficulté par une surcharge d'activité, de domiciliation évidemment. Il s'avère important de soutenir pour continuer à équilibrer le système. Dans un deuxième temps, on peut contribuer à améliorer la qualité du service de domiciliation en passant par l'harmonisation des pratiques des organismes domiciliataires. Cela peut se faire, par exemple, en favorisant les échanges et en mettant en place des procédures communes liées à l'ouverture de domiciliation et à la réorientation des demandeurs, par exemple, en mettant en place un règlement intérieur relatif à la domiciliation et en incitant le conventionnement entre organismes domiciliataires. Alors, dans le cadre des groupes de travail, 2 règlements intérieurs sont en cours d'élaboration. Les règlements intérieurs déjà existants au sein des CCAS et des organismes et au sein des associations qui domicilient servent de base à ce travail en y ajoutant évidemment les nouvelles réglementations en cours. Alors, ces règlements intérieurs finalisés seront annexés au schéma de la domiciliation. Dans un troisième temps, on peut renforcer l'animation départementale du dispositif de domiciliation, c'est-à-dire mettre en ligne sur le site des services départementaux de l'État la liste des organismes agréés. On peut le faire aussi en distribuant des plaquettes d'information aux organismes domiciliataires et à leurs partenaires. Il peut également y avoir des leviers tels que la mise en place d'un annuaire. Donc ça, c'est l'Indre-et-Loire qui est en train de travailler sur la mise en place d'un annuaire répertoriant tous les référents des différents organismes domiciliataires ainsi que les référents des organismes qui sont impliqués dans la domiciliation tels que les conseils généraux, la CAF, la CEPAM, la DDCS, les services sociaux, les hôpitaux, le SPIP, etc. Enfin, on peut inciter, encourager les partenariats et les synergies via une réunion annuelle. Donc ça, c'est ce qui est prévu aussi en Indre-et-Loire. Une réunion annuelle pour des opérateurs de la domiciliation en vue de préparer le bilan annuel. Donc, ce qui permettrait à chaque opérateur de faire remonter leur bilan de fin d'année au service de l'État sur des modalités unifiées. Alors, dans sa démarche régionale, comment la DRJSCS peut-elle se positionner dans la mise en place des schémas de domiciliation ?
Direction régionale, jeunesse et sport et cohésion sociale. Donc, tout d'abord, en tant que relais et intermédiaire entre le niveau national et le niveau local, puis en tant que facilitateur, c'est-à-dire en favorisant les échanges de bonnes pratiques entre les départements, en recherchant les réponses aux questions posées par les DDCS et des DCSPP. Ces questions sont plus souvent d'ordre réglementaire. Enfin, en recherchant des solutions en fonction des problématiques remontées par les DDCS et des DCSPP pour leur apporter un appui approprié. Alors prenons l'exemple des acteurs domiciliataires des 3 départements qui ont fait remonter un besoin de mieux connaître les obligations légales. Alors en matière de domiciliation toujours. Il s'agit donc dans ce cas, pour la DRJSCS, de proposer son appui aux DDCS et aux DDCSPP pour une mise en place d'actions de formation au plus proche des organismes domiciliataires. Et donc ce rappel réglementaire des obligations doit être complété par un partage de connaissances du qui fait quoi en vue d'unifier les pratiques sur tout le département et de contribuer ainsi à rompre l'isolement des associations ou des CCAS des communes de... Vous parlez justement du rôle important des associations. Là, c'est le temps de parole des associations. Alors, on n'a pas fait une réserve d'Indiens associative et les CCS ce matin, c'est pas ça. Il n'y a pas une segmentation spécifique. C'était plus sur la thématique. Et on va commencer par vous, Laura Charrier, pour la FNARS. Et peut-être, on a vu tout à l'heure, ce matin, on a vu le cas de la domiciliation pour les CCAS. Maintenant, ça serait bien de voir le versus associatif. C'est comment les associations le ressentent. On sait que des fois, c'est ce qui sort régulièrement dans la presse spécialisée, la presse technique, c'est le fait que les relations entre associations et CCAS sur la domiciliation n'est pas toujours... on va dire que c'est une histoire passionnée. Voilà. C'est peut-être pas une histoire d'amour, mais au moins c'est une histoire passionnée. Donc de voir également les enjeux sur la réforme et la coordination qu'il peut y avoir justement entre les CCAS et les associations, puisque le plus important, c'est qu'au final, on aide les personnes, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, et qu'on puisse avancer au profit de ces publics. Bonjour à tous. Je vais peut-être vous représenter ce qu'est la FNARS, parce que ça aussi, c'est un indien quand on ne connaît pas l'acronyme. C'est la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale. On fédère en France plus de 870 associations qui gèrent elles-mêmes 2800 établissements et services, principalement des centres d'hébergement, mais aussi des services de domiciliation, des structures aussi qui interviennent sur le champ de l'activité, de l'insertion par l'activité économique et qui gèrent aussi des centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Ça, David Edric y reviendra. Alors la domiciliation associative, elle concerne plus de 1000 associations en France, selon la dernière étude qui a été réalisée avec la DGCS en 2013. Alors à la différence des CCAS, une association, pour proposer une activité de domiciliation, doit être agréée localement par le préfet. Alors l'agrément, c'est une sorte d'habilitation d'une association qui a des activités sur le volet lutte contre les exclusions, accès aux soins, hébergement, accueil des demandeurs d'asile, qui donne la possibilité à cette association, pour une durée d'1 an à 3 ans, selon les types d'agréments, de proposer cette activité de domiciliation. On agrée tant la structure, ses conditions de fonctionnement, que sa propre gouvernance interne. Donc à ce jour, les associations, elles peuvent être agréées pour 3 types de domiciliation. Donc vous les avez vus ce matin, la domiciliation généraliste, la domiciliation asile et la domiciliation AME. Les 2/3 des associations proposent une activité de domiciliation. Et il y en a quand même 1/3 qui sont agréés sur plusieurs domiciliations, ce qu'encourageait la circulaire de 2008, ce qu'encourage aussi la FNARS, parce que pour les personnes, c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir une attestation et un organisme de domiciliataire qu'aller faire les démarches auprès de 3 organismes différents pour faire valoir ces différents droits. Pas de lien avec la commune non plus pour les associations. C'est le cahier des charges et l'agrément qui définit un peu les conditions d'exercice de la domiciliation. Alors pour les associations, il y a la possibilité cependant de définir des quotas, un volume de personnes qui vont être domiciliées dans l'année par l'association pour des raisons de soutenabilité,
aussi de la charge de cette activité de domiciliation. Là, je dirais que CCAS et associations supportent les mêmes contraintes. Le fait d'un manque de financement de cette activité de domiciliation, qui est souvent appréhendée et réduite à la simple boîte postale, alors que derrière, c'est un travail d'accompagnement et d'accès aux droits, et que cette activité de domiciliation, elle demande des moyens financiers, des moyens d'organisation pour faciliter la gestion. Je crois que vous en avez beaucoup parlé ce matin, de l'outil informatique, du coffre-fort numérique. Et voilà, en cela, des fois, les associations comme les CCAS sont trop peu outillées pour pouvoir mettre en place cet exercice. Voilà pour le cadre de la domiciliation, donc qui est défini aussi et normalement harmonisé au niveau départemental avec un cahier des charges qui est publié par arrêté. Bon, là aussi, c'est la pratique, ce que dit le droit, et puis après, la réalité sur les territoires, c'est qu'il n'y a pas toujours de cahier des charges qui sont définis. On le verra sur la coordination des actions des services domiciliataires. C'est vraiment un enjeu aussi. Après les schémas de la domiciliation qui vont faire un état des lieux sur quels sont les besoins sur les territoires, comment on fait évoluer l'offre et comment on fait évoluer les pratiques des associations et des CCAS pour mieux travailler ensemble et mieux définir les conditions de ce partenariat. Voilà assez globalement sur la domiciliation associative. Alors quelques mots plus sur la coordination et la réforme. La réforme, elle a été portée par les associations et par l'UNCAS pour demander une simplification et une amélioration de la gestion de la domiciliation, partant du constat qu'aujourd'hui, on était face à 3 difficultés et 3 enjeux majeurs. Une très très grande complexité de ce dispositif de domiciliation. Pour les personnes, avant tout, 3 cadres juridiques distincts entre l'AME, le DALO et la demande d'asile. Pour des personnes, des démarches multiples à faire pour pouvoir avoir accès à une domiciliation et puis après pour pouvoir faire leurs droits. Une attestation de domiciliation qui n'est pas toujours reconnue aussi par les organismes de droit, donc c'était un chemin un peu du combattant pour les personnes. Et puis un gros défaut de coordination territoriale des acteurs sur les territoires, avec des acteurs qui ne se connaissent pas. Ça, l'enquête de l'UNCAS le montre très bien, 13% des CCAS qui identifient sur leur territoire les partenaires associatifs, et les partenaires de l'État. Je crois que c'est 18% que vous mettiez en exergue. Ça, c'est vraiment des constats qui interpellent. Et je dirais de même côté associatif. On ne connaît pas forcément les partenaires sur son territoire qui font de la domiciliation. Pourtant, c'était l'enjeu de la coordination territoriale. C'est l'enjeu d'outils type la liste qui établit le nombre d'organismes agréés. Alors ça, c'est un bon début. On dit même que quand il y a cette liste, il faut même aller plus loin, en disant quelles sont les spécificités et spécialités de chaque type d'organisation pour que demain, on travaille mieux ensemble et on réoriente les personnes. Sinon, aux personnes, on leur donne la liste quand on ne peut pas les domicilier, puis à eux de faire leur chemin de croix sur le territoire pour aller solliciter chaque organisme domiciliataire. Voilà. Et puis l'enjeu, c'est la reconnaissance de l'activité de domiciliation sur les territoires et l'accompagnement des structures. Je reviens aussi sur la nécessité de développer une offre au niveau national de formation des acteurs pour aider à la compréhension du dispositif de domiciliation, co-animé par services de l'État et associatifs et collectivités locales. Je crois qu'on a les mêmes enjeux derrière, c'est favoriser l'accès à la domiciliation des personnes. On a un objectif commun qui nous anime. Sur la coordination, la simplification et la coordination des acteurs, c'est un enjeu. Donc on attend les schémas de la domiciliation. La secrétaire d'État disait que ces schémas sont réalisés sur à peu près la moitié des départements. Donc il nous reste la moitié à animer demain. Et puis faire vraiment de ces instances et de ces schémas, au-delà d'un état des lieux sur papier, vraiment des organismes qui relancent la concertation. On voit que dans l'enquête des GCS, il y a moins d'un tiers des territoires, 26%, qui ont des réunions territoriales avec les associations, les services de l'État, les organismes de droit, pour confronter les pratiques, mettre à plat les difficultés et trouver les solutions. C'est trop peu. Demain, les schémas de la domiciliation,
au-delà du hiatus entre l'offre et la demande, ça doit être vraiment se dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble demain et mieux faire ensemble demain pour favoriser l'accès à la domiciliation. Je vais passer la parole à mon collègue et puis qui vous dira juste la petite déception sur le volet réforme. La réforme de la domiciliation, les associations auraient aimé aller jusqu'à l'universalité du droit à la domiciliation et sa simplification réelle. Bon, on a laissé l'asile de côté et puis pour les personnes en situation irrégulière, le droit à la domiciliation relève encore de l'exception. Mais on a accompli un beau chemin quand même sur cette réforme et on remercie aussi la DGCS pour le travail de concertation qu'elle a mené avec les associations, les collectivités et les services de l'État. Alors, merci. Avant